Tu veux que je te cale le son? Non, non, c'est bon. On commence par quoi, Florence? On commence par la Biélorussie. Non, par la santé d'abord. La santé. Attention. Après la Biélorussie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au bar du bar de l'économie. Bienvenue sur IDFM Radio Anguin pour une nouvelle émission. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique et toujours en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie bien sûr. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous pourrez réécouter. Abonnez-vous. Alors les thèmes du jour aujourd'hui, on va partir à l'international parce qu'on va parler de Biélorussie, de la prolifération nucléaire. Et puis on va se poser la question, les milliardaires vont-ils sauver le monde ? Le Sahel, une guerre sans fin, et le Covid-19 a-t-il tué le Irak en Algérie? Avec notre expert international, c'est l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, dirigé par Pascal Boniface, qui reçoit Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques et directrice de l'African Sector Network, à qui on lui pose la question sur le Sahel. Et puis, il reçoit Akram Belkaïd, journaliste au Monde, pour décrypter l'Algérie. Mais tout d'abord, comme d'habitude, bien sûr, les infos du jour. Et on commence tout de suite, puisque nous sommes jeudi. On commence avec notre expert sur la santé, Jean-Claude Durousseau, sur le problème de l'apnée du sommeil. Auteur de diagnostic et thérapeutique. Alors l'asthénie d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors l'asthénie, c'est tout simplement l'impression de manquer de force et d'être fatigué. Je me sens fatigué, je suis mou. C'est ça, je suis mou, mais sans effort, c'est-à-dire sans raison donc. Ouais, sans raison. C'est ça l'asthénie. Alors bon, les symptômes, donc on se sent fatigué. Alors ça vient de quoi l'asthénie? Alors il y a de nombreuses causes, donc ça peut être des asthénies dites inflammatoires, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un contexte inflammatoire avec des paramètres biologiques perturbés. Là ça peut être bien sûr des maladies inflammatoires, intestinales, mais aussi des maladies inflammatoires rhumatologiques. Ça peut être bien sûr une infection, tout simplement, hein, une bronchite, une pyélonéphrite, et ça peut être également un cancer, donc les pathologies les plus graves à l'origine des asthénies. À partir de quand on va consulter? Parce que ça arrive à tout le monde d'être fatigué. On est fatigué au changement de saison, on est fatigué pour plein de choses. À partir de quand on va consulter? Quand ça dure. Quand ça dure combien de temps? Quand ça dure plus d'un mois. Plus d'un mois. Et que c'est anormal par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'on s'évalue par rapport à soi-même. Donc si c'est anormalement, on se sent anormalement fatigué et que ça dure dans le temps, on consulte son médecin traitant. Donc là on va consulter, on ne prend pas en premier des trucs qui vous mettent en forme, là, des suppléments, Souvent les patients font ça, reprendre une supplémentation vitaminique, mais si c'est conjoncturel et un excès de travail, ça va passer. Ouais. Puis ça peut avoir un effet placebo, c'est genre de supplément, ça peut vous doper un petit peu. Tout à fait, c'est ça. Mais donc si ça dure, hein, dans tous les cas, on consulte. On recherche donc une asthénie inflammatoire, une asthénie dite métabolique, c'est-à-dire un trouble ionique, par exemple une hypokaliémie. Ça peut être un problème thyroïdien, par exemple une hypothyroïdie, c'est une cause classique d'asthénie. Et puis également les asthénies fonctionnelles, donc c'est les problèmes de sommeil, troubles du sommeil, burn-out et syndrome névrotique. Donc voilà, fatigué trop longtemps, c'est pas normal, on consulte. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Voilà, c'était donc notre expert santé Jean-Claude Durousseau que l'on remercie sur le thème de l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue et jusqu'où on peut aller à cause d'une grosse fatigue. Et donc ça mène évidemment jusqu'au burn-out. Alors, première info du jour, c'est la Banque de France qui reprend la cotation des entreprises après l'avoir interrompue au plus fort de la crise, de manière à se donner du recul et de disposer de perspectives sur la trajectoire des entreprises. En fait, 270 000 entreprises sont concernées. Tout dirigeant peut solliciter, s'il le souhaite, un entretien, donc par rendez-vous avec la Banque de France, comme d'ailleurs il nous l'avait annoncé en janvier à ce micro, puisque c'est nouveau, ces services. La Banque de France est vraiment très proche des entreprises. Alors la cote de la Banque de France a une incidence très forte sur le financement des entreprises. Donc demander un entretien afin d'expliquer le caractère exceptionnel des difficultés et des perspectives peut permettre de maintenir ou d'améliorer cette cote. Qu'est-ce que la cotation? Eh bien, c'est une appréciation portée sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans et donc à trouver du cash, donc des crédits. Elle est attribuée, cette cote, individuellement à titre d'expert à toute entreprise réalisant un chiffre d'annuel supérieur ou égal à 750 000 €.
euros et permettent, comme je vous le disais, de se faire financer. Les analystes financiers de la Banque de France s'appuient sur les dernières données comptables et financières connues de l'entreprise en tenant compte des différents axes d'études comme la rentabilité, la liquidité, la solvabilité. Les 2/3 des cotes permettent de sélectionner les créances privées sur les entreprises que les banques peuvent apporter en garantie pour se refinancer auprès de l'Eurosystème. Autre info du jour, c'était hier la deuxième journée d'enchères sur la 5G et l'État est déjà assuré de retirer au moins 2,65 milliards d'euros sur l'attribution des fréquences de cette 5G en France en 2 jours. La vente aux enchères organisée par l'ARCEP, l'autorité de tutelle des télécoms, porte sur 11 blocs de 10 MHz que convoitent Bouygues Télécom, Orange, Free et SFR. Chaque bloc de 10 MHz mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros a atteint un nouveau prix de 114 millions d'euros, ce qui représente donc un total pour la seule journée d'hier de 1,2 environ milliards d'euros. Le process se poursuit aujourd'hui. Orange réclame toujours 5 blocs, suivi par SFR qui veut 3 blocs, Bouygues Télécom aussi et Iliad souhaite 2 blocs. L'État ayant déjà engrangé 1,4 milliard d'euros lors de l'attribution de 4 blocs hors enchères de 50 MHz, un par opérateur. Le montant atteint donc pour les enchères garanties pour l'heure les 2,65 milliards, donc au-dessus du plancher fixé par les pouvoirs publics qui était à 2,17 milliards d'euros. Autre info du jour qui peut vous intéresser, c'est que le gouvernement a annoncé hier aussi la naissance du nouveau fonds. J'en avais parlé dans le plan de relance début septembre. Ce nouveau fonds est baptisé BPI France Entreprise 1. Ce fonds de capital investissement qu'on appelle donc ça, on appelle ça de la private equity, comme on dit en anglais. Il sera réservé uniquement aux investisseurs particuliers. Le gouvernement veut donc inciter les Français à investir dans des sociétés non cotées et ce sera entièrement dédié aux petites et moyennes entreprises, comme a expliqué Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et de la relance. Ce fonds commun de placement à risque recueillera jusqu'à 95 millions d'euros au maximum sur 12 mois et il est constitué de parts de 145 fonds partenaires de BPI France investis dans plus de 1500 entreprises, 79% françaises et 13% en Europe. Et bien sûr, dans des sociétés dans la tech, 25%, dans des sociétés industrielles, 21%, et d'autres spécialisées dans les biens de consommation à hauteur de 24%. Le minimum d'investissement pour le particulier est prévu à 5 000 euros, argent qui sera bloqué pendant au moins 5 ans. Le rendement annuel de prélèvements sociaux et de fiscalité compris, eh bien, ce sera brut entre 5 et 7% selon le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourc. Les plus-values obtenues lors de la revente de ces parts dans le fonds peuvent être exonérées d'impôts, mais les prélèvements sociaux CSG et CRDS resteront dus. Par contre, pour bénéficier de cet avantage fiscal, l'investisseur devra toutefois renoncer à tout versement de dividendes pendant les 5 premières années du fonds. Alors, les épargnants pourront souscrire à ce fonds dès aujourd'hui sur le site internet de la société gestion123-im.com. Il sera ensuite distribué par les grands réseaux bancaires classiques et puis aussi les assureurs et les gestionnaires de patrimoine. Alors, quels sont les risques et inconvénients de ce placement ? Eh bien, l'investisseur devra renoncer, comme je vous le disais, à tout versement de dividendes pendant les 5 premières années du fonds. Les sommes investies ne sont pas garanties, d'autant que BPI France, Entreprise 1, c'est le nom de ce nouveau fonds, investit dans des startups dont la durée de vie est parfois très courte. Ce placement n'est pas du tout liquide, c'est donc un autre inconvénient. Les sommes investies sont bloquées. Parfois, ça peut même aller jusqu'à 6 ans car c'est prorogeable d'1 année supplémentaire à compter donc d'aujourd'hui, 1er octobre 2020. Si vous devez y placer vos économies, eh bien faites attention à ne pas mettre comme d'habitude, comme ce qu'on dit, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, d'autant si vous en avez besoin évidemment dans un avenir très proche. Alors la rentabilité visée de 5 à 7% est élevée, évidemment si on compare au livret A qui n'est qu'à 0,5%, mais elle demeure inférieure au rendement du capital investissement classique, lequel est aussi bien sûr plus risqué car concentré sur un nombre plus restreint d'entreprises, comme a précisé le directeur en charge des fonds chez BPI France, Benjamin Parterneau. Dernière info du jour,
eh bien, c'est le lancement de Salto, le nouveau service de vidéo à la demande par abonnement français qui va sortir ce mois-ci. La plateforme est la propriété de TF1, France TV et M6 et elle profitera notamment du festival Cannes Série du 9 au 14 octobre pour présenter quelques-unes de ses acquisitions. Parmi elles, on sait déjà la comédie When Becoming a God in Central Florida, pour laquelle l'actrice Kristen Dunst a reçu une nomination au Golden Globe, ou encore la mini-série britannique Quiz, énorme succès en Angleterre, et puis qui revient sur le scandale de tricherie dans la version locale de Qui veut gagner des millions. Alors, courant septembre, Thomas Crosson, le directeur des contenus de Salto, avait déjà présenté dans le cadre du Festival de la fiction quelques-uns des autres programmes phares de Salto, qui a pour ambition de devenir un partenaire de la production de fiction française et qui proposera bien sûr des séries diffusées sur les chaînes de ses actionnaires comme Un village français, Munch, Alex Hugo, La Faute ou des séries étrangères populaires comme Downton Abbey. Dans sa présentation, Salto avait aussi mis en avant les séries suisses Quartier des banques, dont la saison 1 est déjà disponible sur Amazon Prime Video France. Alors les infos à l'international maintenant, eh bien l'Allemagne, actuel président du bloc européen, espère parvenir dans les semaines à venir à un accord sur le budget européen pour la période 2021-2027. Le plan de relance de 750 milliards d'euros plus donc ce qui était prévu, le budget de 1100 milliards d'euros, pourrait se heurter au veto de la Hongrie et de la Pologne qui ont menacé de s'opposer à ce projet budgétaire. Alors pourquoi ? Eh bien, dans son rapport annuel sur l'état de droit au sein de l'Union européenne, évidemment, la Commission européenne accuse la Pologne et la Hongrie de manquements graves aux principes démocratiques fondamentaux sur le non-respect de la liberté de la presse et la non-indépendance de la justice dans ces deux pays. Donc la Hongrie et la Pologne s'attendent à des sanctions et les sanctions, ce serait de ne pas recevoir l'argent de la communauté européenne et du coup, elles menacent de bloquer le processus des négociations du Parlement européen, négociations qui doivent avoir lieu ce mois-ci. Et donc, si le versement des fonds est conditionné à ces manquements, eh bien, ils vont bloquer ce processus. Alors, je rappelle que les dirigeants de l'Union européenne ont conclu en juillet cet accord sur un fonds de relance de 750 milliards d'euros qui donc accompagne le projet de budget de près de 1,100 milliard d'euros. Au cours du prochain sommet, donc, qui réunira les chefs d'État des différents gouvernements européens, les différents sujets à l'ordre du jour, hormis les budgets, eh bien, ce sera le marché unique, la politique industrielle et la transformation numérique. Et puis au niveau international, ce sera les tensions avec la Turquie, la situation en Méditerranée orientale, les relations avec la Chine, la situation en Biélorussie, et le dossier dans l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexei Navalny qui est sorti de l'hôpital. Autre info à l'international, eh bien le secteur privé aux États-Unis a créé 749 000 emplois en septembre, un chiffre bien supérieur aux attentes. C'est le résultat de l'enquête menée par le cabinet ADP. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 650 000 créations de postes dans le privé. Et donc, c'est maintenant, le chiffre est annoncé à 749 000. Donc, les États-Unis sont plutôt satisfaits et on table pour septembre, en tout cas, le consensus Reuters table sur la création de 850 000 emplois non agricoles. Et donc, ça, c'est très intéressant puisque le taux de chômage est attendu est aux alentours de 8,2%, donc une légère baisse. Autre info du jour, c'est la Chine, toujours bien sûr à l'international. La Chine s'apprête à lancer une enquête anticoncurrentielle visant Google, la filiale d'Alphabet, soupçonnée de profiter de la position dominante de son système d'exploitation Android pour limiter la concurrence des sociétés chinoises, dont Huawei évidemment. Voici ce qu'ont déclaré deux personnes proches du dossier. Le principal régulateur du marché chinois a demandé au Conseil d'État d'ouvrir une enquête suite au dépôt de plainte de Huawei. Le dépôt de plainte, c'était en 2019. Alors, en pleine campagne pour sa réélection, le président américain, vous avez peut-être entendu, s'est attaqué évidemment aux fleurons chinois comme Huawei, ByteDance et puis aux propriétaires de TikTok dont hier nous vous avons passé l'explication.
En 2018, l'Union européenne avait infligé à Google une amende de 4,3 milliards d'euros pour des pratiques anticoncurrentielles, y compris la préinstallation des applications Google sur les appareils Android. Dernière info du jour à l'international, c'est Palantir, la société très secrète spécialisée dans l'analyse de grosses bases de données et qui travaille pour différents États dans le monde, dont la France d'ailleurs, tout comme pour des entreprises. Eh bien, elle est entrée à la bourse hier à New York et elle a été cotée à 10 $ l'action, ce qui la valorise à 21,7 milliards de dollars. Le prix est bien supérieur au prix indicatif annoncé qui était de 7,25 $. Voilà, c'était les infos du jour. On va tout de suite faire une petite respiration musicale et puis ensuite on va s'orienter dans d'autres actualités. On va vous expliquer quel problème en Biélorussie, qu'est-ce que la prolifération nucléaire et puis les milliardaires américains vont-ils vraiment sauver le monde? Il y a une chronique qui ne peut pas passer. Laquelle? Interview Niagalé, Bagayoko. Pourquoi? Regarde. Regarde le graphique. Mince, j'ai enlevé le fichier d'hier que j'avais pas mis. Bon bah tant pis. Il ne peut pas passer. On le passera une autre fois. Non, mais là, il ne peut pas passer. On le passera une autre fois, on va passer Non, mais t'as pas compris. Elle ne peut pas passer du tout. Oui, c'est pas grave, je vais la recharger je vais leur demander de la recharger, on la passera une autre fois. Un autre jour. T'as vu le graphique? Il n'y a pas de niveau, il n'y a rien. C'est du souffle. Il n'y a presque rien, regarde. Ça, c'est la voix normale d'une personne. Je comprends pas, ça allait très bien. Ouais, ben regarde, ça c'est la voix. Là, c'est la voix d'une personne et ça c'est l'intéressant. Bon, je vais leur demander de me renvoyer le fichier. C'est pas grave. Mais là il faut qu'il. Je sais pas comment ça se fait. Non, bah, je vais lui demander de me renvoyer le fichier. Il y a peut-être un problème, j'en sais rien. Mais ils vont te le renvoyer, ils vont te renvoyer le même. Non, non. Je vais leur signaler le problème et puis ils vont régler. Bon, et ben on le passera une autre fois. Bah, comme ça, on va passer plus de pauses musicales. Tiens, ça c'est pour le mec qui tu... Bah ça c'est Back to Black et Amy Winehouse. Ouais. Après je sais pas. Bah tu vas dans mon fichier, j'ai un fichier musique. J'ai même du jazz, je crois. Michel Arnaud revient la semaine prochaine à la radio. Ouais.
Voilà, c'était Amin Winehouse avec Black to Back. Et donc, nous allons tout de suite, nous sommes toujours bien sûr au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et je vous propose 3 thèmes d'actualité internationale. Nous allons parler de la Biélorussie, de la prolifération nucléaire et les milliardaires vont-ils sauver le monde, avec notre expert international Pascal Boniface, directeur général de l'IRIS, donc à qui j'ai posé la question. Donc, eh bien, Biélorussie, expliquez-nous ce qui se passe en ce moment. Et on va reprendre cette tradition des vidéos du lundi suite aux questions que vous posez. Et aujourd'hui, je vais traiter du cas de la Biélorussie, puisque vous avez été nombreux à poser la question de ce qui se passe en Biélorussie et bien sûr aussi des conséquences par rapport à ce que doit faire Poutine et le grand et voisin russe. Alors en Biélorussie, Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Il pensait que c'était un peu éternel. Alors on parle souvent, c'est l'une des dernières dictatures d'Europe, parce que quand on est au pouvoir depuis 26 ans, on peut penser quand même qu'il y a une faille dans le jeu démocratique, quelle que soit la popularité d'un dirigeant. Et en tous les cas, Loukachenko qui pensait de nouveau faire des élections un petit peu truquées, dans lesquelles il n'y ait pas de contestation, parce que les gens ont peur, parce qu'ils ne cèdent pas, ils ne laissent pas de la place à l'opposition. Eh bien finalement, cette élection présidentielle qui devait être un grand succès pour lui s'est avérée avoir un effet boomerang et être un échec fantastique. Alors oui, il a été élu avec 80% des voix. C'est vrai que lorsque on emprisonne les principaux candidats d'opposition, eh bien c'est plus facile de gagner les élections. Ce que Loukachenko n'avait pas prévu, c'est que la femme de son principal opposant prenne le flambeau et que même si elle dit elle-même qu'elle n'était pas préparée à la vie politique, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire, eh bien en fait le rejet de Loukachenko est tel qu'elle a incarné l'opposition et qu'on a bien vu que une fois que les élections très manifestement avec les urnes bourrées ont donné la victoire à Loukachenko, eh bien la contestation a eu lieu dans la rue. Et là, on a le scénario classique d'un pouvoir qui est mis en cause et qui dit c'est la faute de l'étranger. C'est la faute de l'étranger, c'est un complot contre l'indépendance de la Biélorussie et c'est bien sûr les Américains, l'OTAN, etc. Sauf que l'opposition, elle vient du peuple et que les Américains, l'OTAN, n'y sont pour rien. C'est qu'il y a l'usure du pouvoir et puis surtout la situation économique qui s'est dégradée. Et donc on peut dire que l'autoritarisme de Loukachenko a été supporté quelque temps, qu'il devenait fatigant, mais que quand en plus les résultats économiques ne sont pas là, eh bien la population se rebiffe, se révolte et fait entendre sa voix, surtout que les nouvelles circulent et que les Biélorusses savent très bien quelle est la nature de ce régime. Alors, que peut faire Loukachenko maintenant? Eh bien, on voit bien qu'il joue sur l'arme de la menace de la répression. Il apparaît avec une mitraillette à la télévision pour faire craindre une répression de masse. Il y a déjà une répression ciblée. De nombreux opposants ont été emprisonnés. Il y a eu des tortures, il y a eu des violences qui sont faites contre les manifestants. Et Loukachenko peut soit jouer sur l'usure en disant les gens vont se lasser au fur et à mesure, ou sur la menace d'une répression de masse. Sur l'usure, il n'est pas certain que ça fonctionne, puisque finalement, une fois que la parole a été libérée, une fois que les gens qui avaient peur se rendent compte qu'ils peuvent manifester, eh bien, finalement, l'opposition est galvanisée. La peur a changé de camp. C'est maintenant le régime qui a peur, ce n'est plus la population. Et donc, je ne ferai pas le pari que l'usure soit là, et je pense au contraire que semaine après semaine, les manifestants vont continuer. Alors il y a bien sûr le spectre de la répression de masse, comme ça s'est passé en Syrie. Et il y a effectivement, on ne peut pas l'exclure malheureusement, le fait que pour se maintenir au pouvoir, Loukachenko choisisse une répression de masse, dans un bain de sang, même si on peut penser qu'il est quand même difficile de le faire en Europe, que les yeux sont braqués sur lui, et que là, il s'isolerait totalement, et que même pour Poutine, ça serait difficile. Comment réagit le grand frère russe? Loukachenko avait voulu prendre un peu de liberté par rapport à la Russie pour flatter sa population. Il avait critiqué Poutine, critiqué la Russie. Là, bien sûr, c'est sa seule porte de secours. Alors, Poutine n'aime pas le changement. Mais Poutine, il aime bien que les régimes restent en place, surtout s'ils sont proches de lui. Et donc, de toute façon, il voit effectivement le maintien au pouvoir de Loukachenko comme un avantage. Mais en même temps,
par rapport à ce qui se passe en Ukraine, il ne veut pas perdre la Biélorussie. Et pour l'instant, les manifestations de la population biélorusse ne sont pas anti-russes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas trop que l'OTAN s'en mêle. Et donc Poutine doit faire un choix. Quel type de continuité veut-il jouer? Est-ce qu'il joue une continuité de la relation entre Minsk et Moscou, et donc en acceptant qu'un nouveau pouvoir se mette en place, que Loukachenko soit balayé, à condition que le nouveau pouvoir à Minsk soit toujours proche de Moscou, et la population biélorusse est moins partagée en Ukraine? Il y a vraiment avant 2014, il y avait ceux qui étaient proches de la Russie, ceux qui étaient proches du monde occidental. Aujourd'hui, c'est différent. Mais en Biélorussie, il n'y a pas ce partage. Les gens sont profondément proches de la Russie. Et donc, Poutine peut peut-être jouer cela. Ou il peut vouloir à tout prix maintenir Loukachenko. On parle d'une force de police qui pourrait aller là-bas. Mais ça se retournerait contre Poutine. Il se mettrait à dos la population de la Biélorussie. Et ça serait contre-productif pour lui. Donc, il va tenter de faire le maximum pour aider Loukachenko. Mais il prendrait un risque. Alors peut-être qu'il n'a plus la main, peut-être qu'il est moins performant qu'auparavant, mais en tous les cas, s'il défendait bec et ongles Loukachenko contre la vie de la population, eh bien, il prendrait le risque de transformer une révolution démocratique en mouvement anti-russe. Et là, c'est un risque peut-être qu'il n'a pas intérêt à courir. Mais parfois, les dirigeants vont à l'encontre de leurs propres intérêts par manque de pertinence, par manque de lucidité. On a bien vu que l'affaire Navalny, alors beaucoup pensent que Poutine est derrière. Poutine n'aurait pas forcément d'état d'âme par rapport à Navalny, qui est l'un des plus sûrs opposants à Poutine, a eu des bâtons dans les roues, il a été emprisonné, il y a des procès politiques contre lui. Mais là, en fait, est-ce que c'est Poutine qui est derrière son empoisonnement? Il s'agit très clairement d'un empoisonnement. Ça ne joue pas en sa faveur. Mais à la limite, c'est encore plus grave, parce que si quelqu'un d'autre a voulu empoisonner Navalny, ça veut dire qu'il n'a pas peur de Poutine, parce qu'il met Poutine en difficulté, et que là on voit bien que c'est quelque chose où finalement ça veut dire que Poutine ne contrôle pas tout ce qui se passe en Russie, et que quelqu'un peut prendre le risque d'aller contre lui, si ce n'est pas lui qui est derrière lui, et le mettre en difficulté, et c'est un petit peu embêtant pour Poutine. Dernier point quand même, là il y a un autre opposant, Yegor Zhukov, qui a été tabassé en rentrant chez lui auprès de Moscou, donc c'est extrêmement gênant, c'est extrêmement problématique et critique. Et donc effectivement, il y a des violences politiques contre les opposants en Russie qu'il faut continuer à condamner et à mettre en avant. Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du bien-être. Non mais là, c'est quoi en ce moment? En ce moment, c'est quoi? Non, mais, en ce moment, c'est ça. Okay. D'accord.
c'est fini. Nous voici de retour donc au bar de l'économie. Aujourd'hui, on fait un tour international. Nous sommes toujours sur EDFM Radio Anguin et la respiration musicale, c'était Black Eyed Peas pour leur dernière chanson qui s'appelle Mamacita. Alors aujourd'hui, on parle de relations internationales. Et la question que j'ai posée à Pascal Boniface, le directeur général de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, c'est qu'est-ce que la prolifération nucléaire depuis que les États-Unis et l'URSS se sont dotés de l'arme atomique à la fin des années 40, jusqu'à l'accord de 2015 avec l'Iran, en passant par les cas de l'Irak, la Corée du Nord, du Pakistan, de l'Inde ou encore d'Israël. Certains pays ont-ils le droit d'avoir des armes nucléaires et pourquoi cela est interdit aux autres pays? La prolifération nucléaire, c'est l'augmentation du nombre d'États qui possèdent l'arme nucléaire. Il y a en fait deux types de prolifération. La prolifération horizontale, donc un État qui n'avait pas l'arme nucléaire vient l'acquérir, et la prolifération verticale. Un État qui a déjà l'arme nucléaire muscle son dispositif et acquiert de nouvelles armes nucléaires. En fait, aujourd'hui, quand on parle de prolifération, on ne parle que de la prolifération horizontale, l'augmentation du nombre de pays qui ont l'arme nucléaire. Historiquement, les États-Unis ont été les premiers à posséder l'arme nucléaire en 1945, suivi par l'Union soviétique en 1949, puis le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. Le paradoxe, c'est que les pays qui ont l'arme nucléaire et qui estiment qu'il est tout à fait légitime qu'ils en possèdent, eh bien pensent qu'il ne faut pas que d'autres en acquièrent parce que cela viendrait donner beaucoup plus d'instabilité. Les États-Unis pensaient que, comme puissance démocratique, il était tout à fait légitime qu'ils aient l'arme nucléaire et qu'il fallait mieux que d'autres pays, moins bien attentionnés, selon eux, puissent en acquérir. Mais du côté de l'Union soviétique, il fallait qu'il y ait un équilibre entre l'Est et l'Ouest, et qu'il fallait qu'une arme soviétique vienne équilibrer l'arme américaine. Et bien sûr, ils auraient été tout à fait ravis de s'arrêter là. Le Royaume-Uni était un peu l'allié des États-Unis, ça comptait un peu moins. Et au départ, les États-Unis et l'Union soviétique ont voulu empêcher la France et la Chine de posséder l'arme nucléaire. Et on peut dire que l'URSS a tout fait pour empêcher la Chine, son allié, d'avoir l'arme nucléaire, et les États-Unis ont beaucoup tenté d'empêcher la France de l'avoir, parce qu'ils savaient l'un et l'autre, si la Chine d'un côté, la France de l'autre avait l'arme nucléaire, ils deviendraient indépendants de l'URSS d'un côté, des États-Unis de l'autre. Mais en fait, une fois que la Chine et la France ont eu l'arme nucléaire, eux aussi estimaient qu'il fallait pas que d'autres pays la possèdent. Alors, c'est à la fois hypocrite et en même temps une réalité. La dissuasion peut fonctionner si peu de pays possèdent l'arme nucléaire. Si un nombre de plus en plus important de pays, 30, 40, 50, avaient l'arme nucléaire, le risque de déclenchement accidentel, le risque de mauvaise interprétation deviendrait beaucoup plus important qu'il n'est. Au début des années 60, Américains et Soviétiques s'inquiètent d'un paysage mondial où une trentaine de pays auraient l'arme nucléaire. C'est pour cela qu'ils vont mettre en place le traité de non-prolifération, le TNP, qui va être signé en 1968. Ce traité interdit aux pays qui n'ont pas l'arme nucléaire d'en posséder et il interdit également aux pays qui ont l'arme nucléaire d'aider d'autres pays à en acquérir. En fait, ceux qui avaient l'arme nucléaire ne comptaient évidemment pas du tout aider les pays qui n'en avaient pas à en acquérir. La vraie obligation, le vrai renoncement, c'est les pays qui n'ont pas d'armes nucléaires et qui s'engagent à ne pas en acquérir. Alors, pourquoi cette motivation? Pour certains pays, ils sont liés très étroitement à l'URSS, aux États-Unis. En fait, ils n'ont pas le choix. D'autres estiment que s'ils renoncent à l'arme nucléaire, eh bien, leur voisin, leur rival en fera de même. D'autres pensent qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se lancer dans la course au nucléaire. Et donc, un grand nombre d'États vont signer ce traité, même s'il est déséquilibré. Il y a un autre équilibre des obligations dans le TNP, c'est que les puissances nucléaires s'engagent à négocier de bonne foi pour obtenir un désarmement nucléaire général et complet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement formel, que tout ceci n'est pas daté et que, on l'a bien vu, les puissances nucléaires n'ont que très modérément respecté cet engagement. Au départ, de nombreux pays vont refuser ce traité parce qu'ils ont
un programme nucléaire. Et puis au fur et à mesure, ils vont renoncer, le Brésil, l'Argentine et le Chili lorsqu'ils vont se démocratiser, la Corée du Sud en échange et Taïwan en échange d'un engagement renouvelé des États-Unis à maintenir leur sécurité. Et il va y avoir 3 pays qui ne vont pas signer le TNP, mais qui vont acquérir des armes nucléaires. Ces 3 pays sont Israël, l'Inde et le Pakistan. Et donc ces pays, en fait, ne violent pas le droit international dans la mesure où on n'a pas à respecter un traité que l'on n'a pas signé. Et dans la mesure où ces 3 pays n'ont pas signé le TNP, ils n'ont pas à en respecter les clauses, les normes. Mais en même temps, le TNP reconnaît comme État nucléaire officiel ceux qui ont procédé à un essai au 1er janvier 1967. C'est pour cela que l'Inde dénonce ce traité parce qu'elle estime qu'il vient figer la situation à un moment clé où la Chine avait déjà l'arme nucléaire et elle, l'Inde, ne l'avait pas. Et donc ces 3 pays sont des pays nucléaires officieux. Ils ne sont pas reconnus comme des pays officiels parce qu'ils n'avaient pas procédé à un essai au 1er janvier 67, mais en même temps, ils ont le droit de posséder l'arme nucléaire parce qu'ils ne violent pas une obligation qui ne s'impose pas à eux. Donc dans le refus de la prolifération, il y a à la fois un véritable souci, le fait que le nombre d'armes nucléaires et les pays qui ont le doigt sur le bouton nucléaire, pour reprendre cette image, n'augmente pas trop pour ne pas déclencher de guerre nucléaire accidentelle, mais aussi bien sûr la volonté de préserver un monopole, la volonté de préserver un privilège, parce que le fait d'avoir l'arme nucléaire est un privilège et les pays qui la possèdent vont tout faire pour éviter que d'autres ne la possèdent à son tour. Mais le traité de non-prolifération des armes nucléaires ne résout pas tous les problèmes de prolifération. Lorsque l'URSS a implosé, eh bien, l'URSS avait été un seul État, et un possesseur de l'arme nucléaire, mais après l'implosion de l'URSS, il y a 4 États qui ont l'arme nucléaire. La Russie, mais également l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Un accord va être signé que pour seule la Russie conserve l'arme nucléaire et les 3 autres pays vont signer le TNP comme pays non nucléaires. Après la guerre du Golfe de 90, on va découvrir que l'Irak, qui pourtant avait signé le TNP, avait en fait un programme nucléaire clandestin extrêmement avancé. D'ailleurs, si Saddam Hussein avait attendu pour envers le Koweït, le sort en a été changé. Et donc ce programme va être démantelé et l'Irak va être mis sur surveillance par la suite, même si en 2003, c'est sur la base d'un mensonge qu'une guerre a été déclarée contre l'Irak, puisque son programme nucléaire et d'armes de destruction massive avait été démantelé dès le début des années 90. Une autre alerte va être celle de la Corée du Nord. La Corée du Nord avait signé le TNP, mais on va découvrir, parce qu'après l'affaire irakienne, on va durcir les contrôles, il va y avoir plus de contrôles sur place, on va découvrir que la Corée du Nord a aussi un programme nucléaire clandestin. Et du coup, la Corée du Nord va vouloir garder ses armes nucléaires, et elle les gardera très longtemps, parce que pour les dirigeants nord-coréens, c'est l'assurance vie dans leur régime. Ils n'ont pas l'arme nucléaire pour aller conquérir la Corée du Sud, mais Kim Jong-un, comme son père, pense que si Saddam Hussein et si Kadhafi a eu l'arme nucléaire, il sera encore en vie et au pouvoir, donc il va garder les armes nucléaires. Mais lui aussi n'est pas en dehors de la loi, puisque la Corée du Nord va se retirer du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce qu'elle a le droit de faire selon l'article 10 du traité. Et donc là aussi, on a un pays qui a l'arme nucléaire, mais qui n'est pas officiellement un pays nucléaire. Et puis il y a le cas de l'Iran, bien sûr. L'Iran a signé le TNP, a développé un programme mi-officiel, mi-clandestin. Un accord avait été trouvé en 2015 pour que l'Iran renonce à la militarisation de son programme nucléaire et que ce renoncement à la militarisation du programme nucléaire soit observé, soit inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et cet accord était un bon accord puisqu'il évitait 2 perspectives catastrophiques, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, puisque sitôt après la guerre d'Irak, la catastrophique guerre d'Irak de 2003, des voix, les néoconservateurs réclamaient une guerre contre l'Iran en disant dès 2005 que l'Iran était à 6 mois ou à 1 an de l'arme nucléaire, ce qui était là aussi un mensonge. Malheureusement, cet accord va être dénoncé par Donald Trump parce que c'est Obama qui l'avait signé, parce qu'il n'aime pas l'Iran, et donc il y a toujours un point d'interrogation sur le fait de savoir si l'Iran va ou non de nouveau militariser son programme nucléaire. Donc aujourd'hui,
il y a 5 puissances nucléaires officielles, les États-Unis, la Russie, qui a succédé à l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine, et 4 puissances grises qui ont l'arme nucléaire, mais qui ne sont pas les puissances officielles. Elles ne le seront jamais parce qu'on ne pourra pas changer le texte du traité de non-prolifération des armes nucléaires, mais il est peu probable qu'elles renoncent à l'arme nucléaire. Ces 4 pays sont Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Voilà, vous avez un petit peu mieux compris, je suppose, qu'est-ce que la prolifération nucléaire. On poursuit notre tour d'horizon, bien sûr, international. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale internationale avec notre expert Pascal Boniface, directeur général de l'IRIS. Et cette fois, on lui pose la question, alors les milliardaires du numérique comme Gates, Bezos, Musk, vont-ils vraiment sauver le monde? Alors, il revient sur le rôle et la place des milliardaires du numérique. Écoutez. SpaceX envoyait dans la Station spatiale internationale 2 astronautes américains. À peu près au même moment, Bill Gates faisait un très gros chèque à l'Organisation mondiale de la santé pour venir compenser le retrait américain et le fait que la contribution nationale américaine à l'OMS allait cesser. Et puis il y a un peu plus longtemps encore, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, voulait lancer une monnaie, la Libra, pour permettre aux consommateurs de payer directement avec cette monnaie-là. Qu'ont ces 3 événements en commun? Bien, dans les 3 cas, ce sont des milliardaires qui ont fait fortune dans le digital, qui viennent dans des fonctions régaliennes. La conquête de l'espace, c'est bien l'affaire des États, c'était l'affaire des États, mais là, Elon Musk est venu au secours de la NASA. Normalement, la contribution aux organisations internationales, ce sont aussi des États. Mais à partir du moment où les États-Unis se retirent comme État, eh bien, Bill Gates vient suppléer la défaillance de l'État américain. Et puis le fait de battre monnaie, c'est par définition une compétence régalienne, et c'est pour cela que historiquement, la fausse monnaie a toujours été ardemment combattue par les États. Et donc là, on a 3 milliardaires qui ont fait fortune dans le digital, des fortunes rapidement acquises d'ailleurs, et qui viennent au secours d'États qui sont défaillants. Est-ce qu'ils le font pour redorer leur blason? Et parce que très souvent, d'ailleurs, leur fortune a été acquise rapidement et parfois un peu en étouffant la concurrence, en ne respectant pas réellement les règles de libre concurrence dont ils se réclament. C'est une vieille tradition, finalement, ce qu'on appelle les barons voleurs au XIXe siècle aux États-Unis, ces grandes fortunes qui ont ensuite créé des grandes fondations pour venir un peu redonner, redistribuer une partie de l'argent qu'ils ont gagné. Et on a la même chose avec les oligarques en Russie, même si les méthodes des oligarques ont été encore plus violentes pour éliminer la concurrence, puisque souvent les concurrents passaient assez rapidement de vie à trépas. Mais donc, même si leur fortune a été bâtie de façon contestable, ne faut-il pas se féliciter de cette générosité actuelle? En fait, s'ils viennent au secours des États, c'est que très souvent, ils ont contribué à appauvrir les États. Il y a quelque temps, Elon Musk se félicitait d'avoir été financé à hauteur de 5 milliards pour travailler sur les énergies renouvelables, en disant que c'est pour le bien de l'humanité, que c'est quand même normal qu'il soit financé. Et on sait que toutes ces compagnies ont très largement pratiqué l'évasion fiscale, et finalement, c'est parce qu'elles payent peu d'impôts qu'elles se sont bâties des fortunes rapides, et que finalement, elles viennent au secours d'États qu'elles ont contribué à appauvrir auparavant. La fortune de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'est accrue de 25 milliards de dollars au cours de la crise du Covid-19, c'est-à-dire à peu près le PIB du Honduras. Et sa fortune actuelle atteint 150 milliards de dollars, celle de le PIB de la Hongrie. Et déjà, on parle qu'il pourrait arriver bientôt à ce rythme à 1000 milliards de dollars. Ça n'a plus de sens, on ne voit plus vraiment à quoi ce que signifient ces fortunes. Facebook, le chiffre d'affaires, c'est 56 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB du Liban. Quant à Alibaba, c'est 48 milliards de dollars, le PIB au choix de la République démocratique du Congo, qui est un pays pauvre, effectivement, ou de l'Azerbaïdjan, qui est pourtant un pays pétrolier. Facebook a 2,6 milliards d'utilisateurs, c'est-à-dire que c'est à peu près autant que la population de la Chine et de l'Inde réunies. Alibaba a 650 millions de clients, ça en ferait le 3e pays du monde en termes de population si c'était un pays. Donc on voit que ces groupes de digital créés très récemment ont acquis des pouvoirs, une stature quasi étatique.
et ont des actions régaliennes désormais. Bien sûr, on pourrait se dire finalement, est-ce qu'il ne peut pas préférer Bill Gates et Donald Trump? Bill Gates essaye de faire le bien, il a depuis déjà très longtemps, avec sa fondation, il dépense des fortunes pour aider à améliorer la situation sanitaire en Afrique, à faire des campagnes de vaccination, et finalement, puisque Donald Trump agit de façon aussi inconséquente, c'est bien qu'il y ait quelqu'un de plus cohérent, même si c'est un individu privé, qui vient au secours de l'OMS. Mais si le comportement de Bill Gates, quelles que soient les conditions de constitution de sa fortune, est louable, ce n'est pas tout à fait le cas de Jeff Bezos ou d'Elon Musk. Elon Musk a lutté contre le confinement en Californie, menaçant de changer ses usines si le confinement allait durer, disant que c'est une mesure fasciste. Et on sait très bien que, quitte à parler de fascisme, il fait une guerre extrêmement dure aux ouvriers de ces usines qui voudraient se syndiquer. Quant à Jeff Bezos, lui aussi a une politique anti-syndicale très forte, on l'a vu lors du Covid-19 en France, mais c'est partout pareil, c'est vraiment un patron de choc par rapport à ses ouvriers, à un tel point d'ailleurs que dans les entrepôts, les employés doivent avoir une bouteille pour pisser dedans parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Donc bien sûr, Bill Gates, c'est tout à fait appréciable, mais les autres milliardaires font le bien d'un côté et ont des pratiques tout à fait déplorables, contestables et critiquables de l'autre. En fait, ces milliardaires capricieux qui prennent l'importance d'État, eh bien posent un problème, c'est-à-dire que qui les contrôle? On peut être contre Donald Trump, mais finalement, c'est le public américain, les citoyens américains. Donald Trump doit rendre des comptes aux électeurs américains. Et même dans les pays autoritaires, eh bien, les dirigeants doivent rendre des comptes à leurs citoyens, on l'a vu, y compris en Chine. La Chine n'est pas une démocratie, bien sûr, mais finalement, Xi Jinping a été mis en cause au début dans sa politique de lutte contre le Covid-19. Donc dans les États, à part peut-être en Corée du Nord, eh bien, à des degrés divers, les dirigeants doivent rendre des comptes. Les milliardaires n'ont de compte à rendre à personne, sauf à eux-mêmes ou à leur famille. Et donc, ils utilisent leur fortune à des fins personnelles comme bon leur semble. Et le danger, s'ils prennent trop d'importance, c'est que s'il n'y a aucun contrôle sur l'activité, eh bien, c'est qu'au moment même où on s'est battu pour la démocratie, où la démocratie, avec bien des difficultés, progresse, se crée finalement une oligarchie. Une oligarchie de milliardaires qui vont faire ce qu'ils veulent, parfois le bien, parfois qu'ils vont vraiment faire uniquement à des fins égoïstes. Peut-être Elon Musk veut aller habiter sur Mars avec 1 million de personnes pour se protéger des guerres ou de la réduction des biens sur Terre. Et donc on aurait une sorte d'oligarchie avec des masses informes qui n'auraient pas le droit à la parole, qui seraient soumis au bon vouloir et à la générosité parfois intéressée. Et en fait le problème c'est qu'on mettrait en avant la charité par rapport à l'équité. Les États, leur rôle, c'est de faire de l'équité, c'est de s'intéresser à l'ensemble des citoyens. Et sinon, les citoyens peuvent se faire entendre. Un milliardaire, il fait la charité si bon lui semble, et si bon ne lui semble pas, il fait ce qu'il veut. Et donc le danger, s'il n'y a pas de contrôle des sociétés civiles et des États aussi, c'est que petit à petit, eh bien, prenne naissance une oligarchie qui décide de nos sorts, sur lesquels on n'aurait pas de prise et qui prendrait une importance, on aurait gagné en démocratie au niveau des États, on le perdrait auprès d'acteurs qui seraient aussi importants que les États, mais sur lesquels on n'exercerait aucun contrôle. Voilà, vous avez donc mieux compris à savoir si les milliardaires du numérique vont sauver le monde. On continue notre tour d'horizon international, toujours avec notre expert Pascal Boniface, le directeur général de l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui reçoit maintenant Akram Belkaïd, journaliste pour Le Monde diplomatique, qui décrypte l'Algérie en se posant la question: le Covid-19 a-t-il tué le Irak? Alors, évidemment, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le Irak? Eh bien, souvenez-vous, c'est ce mouvement populaire contestataire d'Algérie qui avait émergé en début d'année. Nouvel épisode de ce podcast avec un invité, Akram Belkaïd. Bonjour. Bonjour. On va évidemment parler du Irak et des mouvements en Algérie. On a un peu l'impression quand même, est-ce que l'on peut dire, Akram, que le Covid-19 a eu raison du Irak? On peut dire que c'est un arrêt temporaire et conjoncturel. C'est vrai qu'il a été très difficile pour de nombreux Algériens d'accepter l'idée de suspendre les manifestations en mars dernier, le 13 mars exactement. Mais ils l'ont fait et effectivement, cette période d'arrêt qui a été marquée par notamment un durcissement de la position du régime, de la répression à l'égard à la fois des chefs de file, en tout cas des figures du mouvement, mais aussi d'anonymes,
dure depuis un peu longtemps et que beaucoup de gens piaffent d'impatience. Ceci étant dit, rien ne permet d'affirmer que le retour à une situation normale, c'est-à-dire la fin de la pandémie, ou en tout cas la fin des tensions sur le plan sanitaire, rien ne permet d'affirmer que l'Irak ne reviendra pas dans les rues. Mais donc ça veut dire quand même une longue pause, puisque pour le moment, les différentes projections, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier, on le voit en France, nous disent que pour les prochains mois, et plutôt voire peut-être même une année, la situation sanitaire ne va pas être modifiée fondamentalement. Oui. Donc vous pensez que du fait des conditions sanitaires, il y aura un peu entre deux, ou cette pause dans la contestation, et que l'Algérie va se mettre en mode pause pour les mois qui viennent. Elle est déjà, malheureusement, et même s'il y a des initiatives ici et là, on commence à avoir passé des textes de gens qui disent qu'importe la situation sanitaire, il faut reprendre les manifestations. Donc ça traduit bien à la fois l'état d'exaspération, mais aussi de mobilisation de certaines personnes. Effectivement, c'est une pandémie qui risque de durer. Et je dirais que pour le régime, c'est une bénédiction. C'est vraiment quelque chose qui l'a aidé. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça l'a sauvé, mais en tout cas, ça a été un coup de main bien, bien précieux. Et aujourd'hui, les considérations sanitaires sont l'argument utilisé comme le fut l'argument de la situation sécuritaire pendant des années. Par exemple, sous Bouteflika, l'argument sécuritaire a permis d'empêcher des manifestations, empêcher les gens d'organiser des meetings. Eh bien, aujourd'hui, on dit aux Algériens, c'est la situation sanitaire qui ne le permet pas. Mais encore une fois, ça ne va pas empêcher, par exemple, l'organisation d'élections, puisque les Algériens vont voter dans quelques semaines à propos de la révision de la Constitution. Donc rien ne dit que demain on n'assistera pas à un mouvement populaire de masse, sachant tout de même que les gens sont très inquiets par rapport à la situation sanitaire, que beaucoup de médecins font entendre leur voix pour demander aux gens de rester chez eux, de faire attention, de multiplier les gestes barrières, de les respecter. Parce que, bien entendu, l'épidémie n'est absolument pas contrôlée. En tout cas, elle est toujours là, elle n'a pas disparu. Et on a même l'impression qu'il y a plutôt un accroissement de la répression. Il y a le cas emblématique de Drerani, correspondant de TV5 Monde, qui avait monté un média qui marchait très bien, qui a été condamné à 2 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Oui, il a été condamné, donc effectivement, le cas emblématique de Khaled Drarni, qui est un confrère, qui est un journaliste, et à qui on reproche notamment l'appel à des rassemblements non armés. Enfin, c'est une désignation assez vague qui permet de poursuivre n'importe qui pour n'importe quel prétexte. Il a été quand même tout de même mis en cause avant son jugement en première instance par le président de la République, qui a laissé entendre que c'était un espion, ou en tout cas qu'il était au service d'une entité étrangère. La France, pour ne pas la nommer, puisqu'il travaille pour TV5 Monde. Voilà, et puis parce qu'il rencontrerait des diplomates français, ce qui est le travail de journaliste, y compris dans n'importe quel pays arabe, mais effectivement, il a été mis comme ça sous le boisseau, on l'a mis en avant et on en a fait un cas, je dirais emblématique, en tout cas un exemple de manière à freiner les ardeurs de ses confrères et de tous ceux qui continueraient à critiquer le processus actuel, qui est la réponse à minima du régime, qui consiste à faire croire que toutes les revendications du Hirak telles qu'elles se sont exprimées depuis le 22 février 2019 eh bien, trouvent leur réponse dans cette nouvelle constitution qui est proposée aux Algériens, laquelle constitution, en réalité, ne consiste qu'à renforcer encore plus les pouvoirs présidentiels. Comme l'a dit une avocate à Alger, c'est une constitution pour Pharaon, et ce n'est absolument pas une réponse politique à la hauteur des enjeux et des attentes des Algériens. Donc cette répression dont vous parlez,
elle est là, effectivement. Elle touche des gens connus, Khaled Drahmi, par exemple, mais elle touche aussi des anonymes. Il y a des gens qui, pour un post sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sont convoqués, reconvoqués et avec des procédures judiciaires qui peuvent s'engager à leur encontre. Et donc, est-ce que cette répression a aussi un impact, en plus de la situation sanitaire? Est-ce que, quand il y a ce type de répression, il y a toujours deux scénarios possibles. Soit ça stimule l'opposition, qui se révolte contre des choses inacceptables, soit les gens se disent, oulala, ça devient dangereux, et du coup, ça tétanise un petit peu le mouvement. Je pense qu'il y a des deux. On a vu des gens décider eux-mêmes de se mettre en retrait, de s'exprimer moins. D'autres, au contraire, sont plus motivés, sont plus radicaux et sont désormais eux aussi des cibles par rapport à ce qu'ils peuvent écrire ou à ce qu'ils peuvent dire. Il y a encore des sites d'information en Algérie qui ne sont pas accessibles à l'internaute algérien. Il faut passer par des VPN. On apprenait en début de semaine que le site du think tank Nabni, qui fait beaucoup de propositions sur le plan économique et sur le plan sociétal, donc ce site est difficile, enfin, est impossible d'accès aux Algériens. Donc on a effectivement une pression brutale qui, d'une certaine manière, est une violence exercée à l'encontre de tous ceux qui espéraient que le Hirak allait changer la donne. C'est une manière de siffler la récréation en ayant cet atout majeur qui est que plus personne n'est dans la rue. Vous avez une estimation du nombre de gens qui sont en prison pour avoir manifesté, pour avoir émis des critiques des autorités? Il y a un collectif qui fait un travail exceptionnel en Algérie, qui recense le nombre de détenus d'opinion, le nombre de personnes poursuivies. C'est plusieurs dizaines. Alors, on estime entre 50 à 200 le nombre de personnes qui sont clairement visées par des procédures qui ne sont pas dans une situation, je dirais, entre deux, qui consiste simplement à être convoquées avant que l'action de la justice ne s'impose. Et qui sont emprisonnés. Certains sont emprisonnés, d'autres sont poursuivis. Ils sont dans des processus... Mais on peut les qualifier de prisonniers politiques. Oui, en Algérie, alors c'est un terme que très peu de compatriotes utilisent, lui préférant l'expression détenu d'opinion, ce qui va de même. Pourquoi les gens n'utilisent pas l'expression détenu politique? C'est pour peut-être parfois bien marquer que c'est des gens qui sont sans appartenance politique. Que ce sont des gens qui ne sont pas des militants d'un parti, ce sont des gens qui ont simplement émis une opinion pour dire j'en ai marre du système, Tebboune n'est pas à la hauteur, ou que sais-je encore. Et ces gens-là, eux aussi, peuvent se retrouver en prison. Si on prend le cas de Drahmi, qui est encore une fois le cas emblématique, c'est pas un homme politique, c'est un journaliste. Il a fait son métier, quelque part. Il a fait son boulot. Et son boulot, ça a été quoi? Son boulot, ça a été de suivre, je dirais, quasiment à la minute près, le Hirak. C'est-à-dire toutes les manifestations, qu'il s'agisse de la manifestation du vendredi ou celle du mardi, celle des étudiants. Et donc de donner corps et chair à un réel. Le réel qui est cette situation de contestation. Dans la mesure où le régime algérien n'a pas réussi, malgré toutes ces manœuvres, à stopper le mouvement dans la rue, il n'a pas réussi à le diviser, il n'a pas réussi à faire rentrer des Algériens dans la rue, chez eux. Il n'a pas réussi à faire disparaître le mouvement après l'élection présidentielle du 12 décembre, qui s'est tenue dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire un taux officiel de participation inférieur à 40%. Donc c'est tout de même un aveu immense d'échec. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide qu'il faut arrêter de parler du Hirak, et je pense que c'est ce qui est, je ne suis pas dans le secret de l'instruction, mais je pense que c'est ce qui est aussi reproché à Drahmi, c'est-à-dire d'avoir été de ceux qui ont contribué à médiatiser le Hirak à la fois en Algérie via les réseaux sociaux, mais aussi à l'étranger en tant que correspondant pigiste, je le précise, de TV5. Ce qui lui a été reproché, donc on rentre dans le formalisme de l'administration algérienne,
on lui a reproché de ne pas s'être accrédité auprès des autorités algériennes pour pouvoir travailler avec des médias étrangers. Chacun jugera à sa juste mesure le fait de condamner à 2 ans de prison quelqu'un pour ce genre de choses et de positionnement par rapport à une réglementation. Alors, vous parlez des élections à venir pour après une nouvelle constitution qui, en fait, ne change rien, ou en tous les cas, n'est pas vue comme un progrès. C'est moins que l'on puisse dire par ceux qui manifestent, ou qui manifestaient. Est-ce que, du coup, le taux de participation à ce référendum sera un élément important, peut-être pour le comparer avec le taux de participation aux élections présidentielles? Franchement, comparer les données électorales dans un tel contexte me paraît relever du formalisme, parce que je pense que dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, si on nous dit qu'il y a beaucoup de monde, je demanderai à voir, et s'il y a peu de monde, il faut aussi prendre en compte le fait que on est quand même dans une situation où les gens sont inquiets par rapport à la question sanitaire, et organiser des élections dans ces conditions-là me paraît, en tout cas pour le moment, assez aventureux. Ce qui est important aussi à signaler, à relever, c'est que c'est un régime qui visiblement n'a peur de rien, y compris de faire ce qu'il reproche aux gens. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelques dates comme ça dans l'imaginaire algérien qui sont incontournables, je ne vais pas dire qui sont sacrées, mais en tout cas qui sont fondamentales. Et parmi elles, le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la date du déclenchement de la guerre d'indépendance, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, 1er novembre 1954. Et organiser un référendum dans des conditions aussi contestées, dans des conditions aussi dures, de négation des attentes populaires par rapport au système, c'est tout de même une sacrée provocation. C'est-à-dire, c'est une façon de se rattacher quand même au fondement du régime, de se créer une légitimité qui peut-être justement n'existe pas. Oui, c'est totalement contre-productif. Parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes, et les gens sont même choqués de voir qu'une date aussi importante, qui devrait rester en dehors du jeu politique, quel que soit le moment, c'est-à-dire quelle que soit la nature du régime, on ne touche pas au 1er juillet. Je veux dire, en France, on ne touche pas au 14 juillet, donc on ne touche pas au 1er novembre, et on ne touche pas au 5 juillet. Et là, cette espèce de manœuvre grossière me laisse pantois. C'est-à-dire que on sait que parfois ils prennent des décisions, ces dirigeants prennent des décisions qui sont totalement hors de propos, mais là, pour le coup, essayer de donner une légitimité à un référendum par rapport à une révision de la Constitution qui n'a bénéficié d'aucun débat, c'est tout de même aller très loin. C'est-à-dire que je dis souvent je rappelle que dans l'Algérie de Boumedienne, où les choses étaient dures, on ne va pas magnifier cette période-là, mais lorsque le régime de Boumedienne a compris que politiquement il était nécessaire d'étoffer les institutions, d'étoffer le cadre réglementaire, et que au milieu des années 70, en 76, on a proposé aux Algériens une constitution, une charte nationale, il y a eu des débats. C'est-à-dire il y a eu des débats organisés dans l'enceinte du FLN, etc., mais il y a eu des débats parfois contradictoires. Il y a eu quelques voix discordantes et isolées qui ont pu s'exprimer en réclamant déjà à l'époque l'économie de marché, ou en tout cas un peu plus de moyens pour le secteur privé. Là, cette fois-ci, on a un mouvement populaire incroyable le 22 février 2019. On a des millions d'Algériens dans la rue, et on finit par avoir une révision de la Constitution tombée du ciel, rédigée par des gens qui avaient déjà fait les précédentes révisions sous Bouteflika, avec la promesse que cette fois, cette Constitution sera la bonne et qu'elle empêchera
les dérives de pouvoir personnel. C'est ce qu'on promet à chaque fois aux Algériens. Alors, lorsque le président Tebboune a été élu, certains se sont dit il faut lui laisser sa chance, voir qu'est-ce qu'il va faire. Il n'est peut-être pas forcément prisonnier de l'appareil, il s'était élevé contre la corruption, etc. Est-ce que vous diriez que finalement il a été rattrapé par le système? Est-ce que c'est une déception ou est-ce qu'il y a encore un espoir? Une déception, non, parce que c'est quelqu'un qui était dans le système. Je veux dire, on oublie qu'il a été ministre de Bouteflika à plusieurs reprises. Alors, il avait pour fait d'armes le fait d'avoir été renvoyé en tant que Premier ministre au bout de quelques semaines parce qu'il avait essayé de mettre son nez et d'harmoniser un peu les questions de commerce extérieur et que ça avait déplu notamment au lobby des importateurs. Mais c'est tout de même quelqu'un du sérail. On ne va pas en faire un opposant qui serait arrivé... Mais souvent, les systèmes sont changés par des gens du sérail. Oui. Gorbatchev fait partie du sérail. Oui. Alors peut-être qu'on parle là, pour le coup, d'influence sur le système lui-même, de capacité à le changer. Mais donc, vous pensez qu'il n'est pas globalement un réformateur et que son but est plutôt de conserver en l'état le système plutôt que de l'ouvrir et le moderniser et qu'il cherche à gagner du temps? Je vais être très franc avec vous, je ne sais pas où il va, et je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas, parce que, en termes politiques, en termes de réponse politique, au-delà de la question du référendum, mais en tant que programme, dans un contexte très difficile pour l'Algérie, on n'a pas d'éléments, je dirais, programmatiques sérieux. On n'a pas de signes sur la manière dont M. Tebboune voit l'avenir pour l'Algérie et quelles sont les 10 premières réformes urgentes à prendre pour que ce pays puisse enfin s'en sortir. Par contre, pour faire arrêter les gens, ce régime a montré qu'il savait faire, mais il y a tout de même une situation d'urgence, c'est-à-dire que parce que la situation économique était déjà mauvaise avant la crise du Covid-19, d'où d'ailleurs le déclenchement du Irak. Les prix du pétrole n'ont pas remonté et le Covid-19 est survenu. Donc la situation économique est certainement encore bien plus détériorée qu'elle ne l'était il y a un an et demi. Oui, alors ce qui a beaucoup pesé pour le déclenchement du Irak, c'est tout de même la candidature. Oui, c'est le 5e mandat, c'est-à-dire que c'était la provocation de trop. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui où l'argent commence à se faire rare. C'est pas encore la banqueroute, c'est pas du tout ça, puisque l'Algérie est tout de même un pays producteur de pétrole et de gaz naturel. Il continue à exporter ses ressources et à avoir, bon an, mal an, un certain nombre de milliards de dollars qui rentrent dans les caisses, 40 à 50 milliards de dollars, sauf que le pays vit au-dessus de ses moyens, que ses importations sont trop importantes, que c'est un pays qui importe beaucoup de choses, notamment des produits alimentaires, mais pas que. Et donc, ce régime va être confronté à l'équation habituelle qui consiste à devoir faire des économies. Comment va-t-il faire ces économies? Comment va-t-il faire admettre à la population la nécessité de ces économies, notamment la réduction, à mon avis, des importations, peut-être le gel de certaines subventions, à moins, c'est une autre des solutions qu'il fait que retarder, je dirais, l'échéancier, enfin l'échéance fondamentale, à moins de revenir à l'endettement. On voit bien qu'aujourd'hui... Il y aura des prêteurs, la Chine. Pourquoi pas le Club de Paris? L'Algérie a profité de la période des années 2000 pour rembourser en grande partie sa dette extérieure. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui n'est pas très endetté sur le plan international. C'est pas l'Argentine, c'est pas ses voisins, c'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie. Donc c'est un pays qui peut s'endetter effectivement, mais on sait très bien qu'en Algérie, les cycles d'endettement se terminent toujours très mal. Et là, l'idée de reprendre de l'endettement pour juste couvrir ses besoins courants,
c'est un grand pari. D'autant que les prêteurs ne font pas de cadeaux. Il va y avoir des exigences. Ces exigences, elles ne sont pas toujours compatibles avec ce que la population attend. C'est le cocktail explosif. Vous parliez là du Covid-19 qui, interdisant ou empêchant les manifestations, ralentit effectivement, fait une pause éclairante. Est-ce qu'on peut, et j'imagine que certains le font, quel type différent de mobilisation peut-on envisager pour pouvoir continuer à exprimer ses opinions en période de pandémie? C'est une très bonne question. C'est bien, malheureusement, la preuve. On a une illustration très concrète qui va à rebours de ce qu'on a pu prétendre au début des années 2010, après les premières révoltes arabes, sur le fait que les mobilisations via les réseaux sociaux ne suffisent pas. Alors, vous pouvez entretenir la flamme, vous pouvez écrire des livres, vous pouvez écrire des manifestes. Il faut des bouchers politiques, il faut des leaders. Et est-ce qu'il y a des leaders du mouvement? On ne les voit pas. Non, je dirais aussi qu'il faut la rue. La rue, c'est un élément incontournable. Il faut que vous ayez l'expression de la volonté populaire. Si vous n'avez pas les gens dans la rue, de manière pacifique, encore une fois, il ne s'agit pas de tout casser et de tout remettre en cause. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez effectivement alimenter des campagnes sur les réseaux sociaux, vous pouvez, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et il faut effectivement des politiques. Alors on sait qu'on a un paysage politique en Algérie totalement fragmenté, qui a été totalement dynamité par 30 années, à la fois les 10 années de la décennie noire dans les années 90, mais aussi les 20 ans de Bouteflika qui a réussi à réduire la vie politique algérienne à sa plus simple expression. Donc c'était difficile de prendre le relais. Ajouter à cela des divisions plus ou moins réelles, plus ou moins artificielles, plus ou moins entretenues, notamment l'opposition entre progressistes et islamistes, qui a ressurgi comme par hasard il y a quelques semaines. Et donc on peut se demander si... Menace islamiste que le pouvoir met toujours en avant pour justifier le fait d'empêcher l'expression libre de la population. Oui, ou alors pour miner carrément le camp de la contestation, parce que ce qui faisait tout de même l'identité forte du Hirak, c'est que dans la rue, vous aviez tous les courants politiques de l'Algérie. Vous aviez des islamistes dans la rue, vous aviez des gens qui venaient des quartiers populaires qui étaient plutôt enclins favorables aux thèses les plus conservatrices ou ultra-conservatrices sur le plan sociétal. Vous aviez des gens qui étaient plutôt qui s'inscrivent plutôt dans une réflexion progressiste, plus ouverte de ce que pourrait être une société. Et tous ces gens-là étaient ensemble et étaient unis par rapport à un même objectif qui consistait à faire reculer le régime, à empêcher la 5e candidature le 5e mandat de Bouteflika, mais aussi à exiger un changement de système. Encore une fois, soudainement, on a vu apparaître des divisions au sein même de gens qui se revendiquent du Hirak, c'est-à-dire entre modernistes accusant les uns de terrorisme dans les années 90, d'autres accusant les autres de vouloir vendre l'identité nationale algérienne. Et soudain, nous avons vu renaître un débat qui a existé dans les années 90 et que le régime excelle à entretenir. Au final, pour ne pas dire à impulser. Pour conclure, si nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, est-ce que, au final, vous êtes optimiste au sens où, on a compris que vous avez une sympathie pour ce mouvement, au sens où vous pensez que cette pause est temporaire et que, en fait, l'histoire ne s'arrête pas et que le mouvement qui est parti, on ne fera pas rentrer le diable ou le bon Dieu dans sa boîte et que, au final, dès que la crise sanitaire est repartie, le mouvement repartira jusqu'à une victoire? Ou est-ce que vous pensez que, finalement, entre la crise sanitaire, les conditions sécuritaires, le régime va réussir à se perpétuer tel qu'il existe aujourd'hui? Je suis optimiste sur le long terme parce que je pense que ce qui concerne l'Algérie concerne d'ailleurs le reste du monde arabe. En tous les cas, effectivement, on est dans une dynamique qui n'est pas une dynamique à court terme. On est vraiment dans une dynamique à long terme, y compris pour des pays
dont on pense qu'ils sont aujourd'hui durablement installés dans la dictature. Je pense notamment à l'Égypte. Je pense notamment aussi aux pays du Golfe qui sont tout sauf démocratiques. Il y a aujourd'hui certes un climat international qui relève de la brutalité, du retour en arrière. On le voit même en France. On voit bien que les démocraties elles-mêmes ont du mal à préserver les libertés individuelles. Donc l'air du temps aujourd'hui est au retour en arrière, mais tout de même il y a des dynamiques populaires, des attentes populaires qui vont faire que tôt ou tard ça va reprendre. C'est-à-dire que la séquence qui a été enclenchée en janvier 2011, en décembre 2010, janvier 2011, elle n'est pas terminée, loin de là. Alors effectivement, là, on est dans une phase de régression, mais ça ne va pas s'arrêter. Je ne pense absolument pas que ça s'arrêtera. Merci Akram Belkaïd pour cet éclairage et cette conclusion optimiste. Voilà, c'était donc Akram Belkaïd, le journaliste du Monde diplomatique qui décryptait Algérie. Le Covid a-t-il tué le Irak, ce mouvement donc populaire contestataire du début d'année. Et donc vous pouvez réécouter toutes ces interviews sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Alors dernier tour d'horizon international pour cette émission du bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Cette fois, vous avez entendu bien sûr les deux candidats à la présidence américaine. Vous avez vu le débat minable que ça a donné. Alors justement, Joe Biden peut-il révolutionner la diplomatie américaine? C'est la question qu'on a posée toujours, bien sûr, à Pascal Boniface, le directeur général de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et je réponds aux questions que vous avez laissées sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. Alors, tout d'abord, beaucoup m'interrogent sur le duel entre la Grèce, la Turquie et la France, ou sur l'accord Israël-Émirats Arabes Unis. J'y ai répondu au cours des 2 dernières semaines, donc je renvoie aux vidéos précédentes. Beaucoup de questions cette semaine ont porté sur l'élection présidentielle américaine et sur le fait de savoir si Biden était élu, est-ce que cela changerait de façon conséquente la diplomatie américaine. Alors, tout d'abord, deux réserve. Biden est favori pour l'instant, mais les choses ne sont pas totalement fixées. On a vu en 2016 que Trump est capable de surprise, la campagne se durcit. Et on ne peut pas exclure qu'il fasse un comeback, notamment en hystérisant la campagne, ce qu'il fait. Deuxièmement, il faut bien voir que les diplomaties des pays sont un peu comme des gros tankers, qu'on ne peut pas changer totalement. Il y a rarement des révolutions stratégiques quand il y a un changement à la tête de l'exécutif. Il peut y avoir des évolutions, mais souvent les fondamentaux restent les mêmes. L'élection de Biden déjà pourrait amener un peu plus de décence dans les propos. Trump est quand même un serial menteur. Alors, en France, on est habitué à voir des gens qui mentent sans avoir aucune conséquence pour leur carrière. C'est moins le cas aux États-Unis et c'est quand même gênant de voir que ce que Trump appelle les faits alternatifs, la vérité c'est la sienne, même si elle n'est pas conforme à la réalité. Et avoir un président qui est un peu plus respectueux de la vérité et des réalités serait quand même reposant. Quels sont les grands dossiers sur lesquels il pourrait y avoir un changement? Déjà un changement de ton. Biden est plus policé, plus poli, et notamment dans les relations avec les pays de l'Union européenne et les membres européens de l'OTAN, il n'aura pas le côté cassant, brutal et même insultant que Trump a. Trump ne considère pas les Européens comme des alliés, il considère qu'il n'a que des vassaux, et que si nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous avons tort et qu'il faut nous plier à ses exigences. Joe Biden sera plus respectueux des liens entre partenaires de l'Alliance Atlantique. Deuxième point de changement, l'accord sur le nucléaire iranien. Joe Biden était vice-président quand Barack Obama l'a signé. Il a déclaré qu'il voulait y revenir. Il a critiqué l'abrogation par Trump de cet accord. Trump a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décrété des sanctions purement nationales, purement américaines sur l'Iran, des sanctions nouvelles qu'il n'a pas pu faire adopter à l'ONU. Et néanmoins, il menace de sanctions les pays qui ne respecteraient pas ces sanctions nationales, donc faisant une fois de plus et de façon vraiment extensive de la loi américaine, la loi internationale. Troisième point de changement, c'est sur le climat. Joe Biden, une fois encore, était vice-président lorsque Barack Obama a signé l'accord de Paris sur le climat. Une grande partie du public américain, des acteurs américains,
des ONG, mais aussi de certaines firmes et des collectivités locales sont favorables à l'accord de Paris. Les feux aujourd'hui en Californie montrent bien quand même que le réchauffement climatique est une réalité coûteuse et Joe Biden pourrait vouloir revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Sur la Russie, il devrait y avoir moins de changements parce que en fait Trump voulait se rapprocher de la Russie. Il a été empêché à la fois par le durcissement de Poutine, mais aussi par son entourage, les institutions, le Congrès, le Pentagone, les services qui voient toujours dans la Russie une menace. Biden ne changera pas de politique à l'égard de la Russie sans comportement complètement différent de Poutine, mais Poutine ne risque pas de prendre un comportement tout à fait différent tant que les États-Unis conserveront la même politique à son égard. Donc là, c'est un peu l'œuf et la poule, et sauf bonne surprise ou percée, il n'y aura pas de changement de la relation entre les États-Unis et la Russie. Pareil sur la Chine, parce que même s'ils n'ont pas la même tonalité, les arguments sont assez comparables. La Chine est devenue le rival structurel des États-Unis, le pays qui menace leur place de suprématie mondiale, et peut-être que le seul point qui unit Trump et Biden, c'est de critiquer la politique de la Chine et la montée en puissance de la Chine, donc là-dessus il ne va pas y avoir de changement. Et finalement, si Biden est élu, il y aurait peut-être un espace pour les Européens. Le piège serait de dire tout revient comme avant. Et on a de nouveau un allié gentil, un allié ouvert. Mais Biden peut-être appliquera moins brutalement les lois extraterritoriales américaines, il ne les abrogera pas. On a vu que l'unilatéralisme, Trump l'a poussé à ses extrêmes, mais il ne l'a pas inventé. Et donc il ne faudrait pas avoir l'illusion que Biden a la même vision du multilatéralisme que les Européens. Et si on doit avoir des meilleures relations avec les États-Unis, c'est aussi un rapport de force à construire. Peut-être dire aux États-Unis, si vous voulez que l'on ait une politique commune sur certains dossiers à l'égard de la Chine, eh bien quand même, écoutez-nous plus et ne considérez pas que nous devons suivre automatiquement. Et donc ce n'est pas la tendance naturelle aux États-Unis. Les États-Unis pensent quand même que les Européens doivent obéir. Une fois encore, Trump a poussé à des limites inacceptables cela, mais si Biden est élu, il faudrait construire un rapport de force de nature à rééquilibrer les relations entre l'Europe et les États-Unis. On voit qu'il y a un début de mouvement en Europe, la Commission bouge, la France et l'Allemagne bougent également, et donc c'est peut-être le moment. Il faudrait, si Biden est élu, en profiter non pas pour revenir comme une sorte de wagon accroché à la locomotive américaine, mais créer les conditions d'un véritable partenariat en puissance, certes peut-être pas égale, mais du moins qui se respectent mutuellement et qui ont chacune leur position, que l'on soit alliés mais non alignés. Voilà, c'était donc ce tour d'horizon international aujourd'hui. Donc si vous voulez réécouter nos infos du jour et notamment le fait que le gouvernement annonce la naissance du nouveau fonds d'investissement baptisé BPI France Entreprise 1, eh bien, connectez-vous évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous entendrez également le tour d'actualité internationale et puis des explications sur la Biélorussie, la prolifération nucléaire, les milliardaires du numérique vont-ils sauver le monde, sur le Covid-19 a-t-il tué le Irak et Joe Biden peut-il révolutionner la diplomatie américaine. Très bonne journée et je vous retrouve dès demain. Ciao, ciao. Vous êtes bien